Bonjour et bienvenue à la chaîne de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlerons des cimetières oubliés du Vieux-Montréal. Montréal compte des centaines de fantômes répertoriés. Et la mission de Montréal Hanté est de vous les faire connaître par plusieurs activités. Je vous encourage à suivre les liens dans la description pour en savoir plus. Et maintenant, parlons fantômes. La ville de Montréal accueille chaque année des millions de touristes et presque tous décident d'aller visiter le Vieux-Montréal. Ce que les visiteurs ne réalisent probablement pas, c'est qu'ils marchent littéralement sur les morts. De nombreux cimetières oubliés qui gisent encore sous les rues et les bâtiments hantent le Vieux-Montréal. En effet, il existe au moins une douzaine d'anciens cimetières dans le quartier. Une poignée d'entre eux sont commémorés, mais la plupart sont totalement oubliés. Presque tous ces cimetières coloniaux ont la réputation d'être hantés. La ville de Québec, qui a cartographié ces cimetières coloniaux, comprend beaucoup mieux où sont enterrés ces morts. Mais à Montréal, il faut fouiller dans les récits historiques et consulter les vieilles cartes pour tenter de reconstituer l'emplacement des cimetières et les données sur les personnes qui y ont été enterrées. Les rapports sont parfois contradictoires, mais il semble possible d'avoir une bonne idée de l'emplacement des cimetières coloniaux. Un décompte des tombes répertoriées dans les registres de la paroisse Notre-Dame entre 1642 et 1800 relève que le Vieux-Montréal a servi de sépulture à plus de 21 000 personnes. Le premier lieu de sépulture coloniale à Montréal se trouve à Pointe-à-Calière, sur la pointe de terre où se rejoignent les rivières Saint-Pierre et le fleuve Saint-Laurent. La première inhumation, celle de Guillaume Boissier, un charpentier originaire du Limousin en France, a lieu le 9 juin 1643. Au cours des 11 années suivantes, 37 autres personnes y sont enterrées. Des colons, mais aussi des alliés autochtones de la guerre contre la Confédération des Haudenosaunee. C'est l'un des rares cimetières d'ailleurs où les Européens et les Autochtones ont été enterrés ensemble. 12 des corps sont ceux d'Autochtones des Premières Nations, Anishinaabe et Wendat. Quant aux colons français, les archives contiennent les noms de Archambault, Bonenfant, David, Hébert, Tessier et Thibault. Dans le livre « Les premiers cimetières catholiques de Montréal », ce cimetière est décrit comme une grande prairie égayée par le chant des oiseaux à plumes magnifiques et parée d'une variété de fleurs les plus exquises. Cependant, en raison de sa localisation entre deux cours d'eau, le cimetière de Pointe-à-Calière est fréquemment inondé. Ce fut le cas le 15 janvier 1654, lors de l'inhumation d'un colon nommé François Desdins. Il est noté dans le registre des sépultures que la crue des eaux en empêcha l'accès. Il fut donc inhumé ailleurs, dans un lieu encore aujourd'hui inconnu. De plus, les corps n'étaient ensevelis qu'à 30 ou 50 cm de profondeur. Avec le cycle de gel et de dégel, les eaux remontaient parfois à la surface. Aujourd'hui, ce remarquable premier cimetière se trouve à l'intérieur du musée d'archéologie Pointe-à-Calière. Les responsables ont décidé de fouiller 7 sépultures qui sont exposées au sous-sol du musée. Les autres corps reposent encore sous le plancher. En raison des problèmes persistants et macabres, le cimetière ferme ses portes en 1654, ouvrant la voie à l'établissement d'un second cimetière dans les jardins de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Il était situé à l'angle des rues Saint-Paul et Saint-Sulpice, près de la chapelle de l'hôpital. La première inhumation est celui d'un colon nommé François Lochol,
Au fil des ans, le cimetière se remplit de personnes tuées au combat et décédées de maladies, d'accidents ou de causes naturelles. Le cimetière comptait 2 annexes, l'une pour les pauvres et l'autre pour les Autochtones, que les Français désignaient de sauvages. Quelques années après sa création, le bétail se met à errer dans le cimetière et à brouter, déféquer sur le sol sacré. Après de nombreuses plaintes, les autorités religieuses se réunissent le 30 novembre 1674 dans une des salles du séminaire. Ils décident de construire une clôture en bois autour du cimetière afin d'empêcher les bêtes de déranger les morts. Un troisième cimetière est ouvert en 1673, lorsque les autorités se rendent compte que le cimetière de l'hôpital sera bientôt rempli. Ce nouveau cimetière est situé sur le terrain communal entre les actuelles rues Saint-Paul, Saint-Sacrement, Saint-Éloi et Saint-Pierre. Malheureusement, ce troisième cimetière est également inondé, tant au printemps qu'à l'automne. Les colons autorisent également le bétail à y paître. Environ 400 personnes ont été inhumées entre 1673 et 1682. En 83, la paroisse Notre-Dame, qui a besoin d'argent pour la construction d'une église, vend le terrain aux enchères. Un colon nommé Charles de Couhagne achète le cimetière pour la somme de 955 livres. Il le divise ensuite en parcelles qu'il vend à d'autres colons. Une carte de 1695 montre que 3 ans seulement après sa fermeture, plusieurs maisons avaient déjà été construites au-dessus des sépultures des trépassés. Aujourd'hui, le quartier regorge de bâtiments historiques, mais rien n'indique qu'ils sont situés sur un vieux cimetière. De nombreux rapports font état d'activités paranormales dans ce secteur du Vieux-Montréal, tels que des orbes flottants, des voix désincarnées et des esprits errants dans les rues la nuit. En 1680, la construction de la première église Notre-Dame inclut un 4e cimetière sur son côté sud-ouest. Les catholiques s'efforcent d'être enterrés le plus près possible de leur lieu de culte, et c'était donc un endroit populaire pour passer l'éternité. Au fil des ans, la paroisse achète des lots voisins à plusieurs reprises lorsque le cimetière a besoin d'être agrandi. Il est également à noter que les personnes furent enterrées à l'intérieur de l'église elle-même, nouvellement construite. Un documentaire intitulé « In the Shadow of Notre-Dame » met en évidence les travaux d'excavation sur le site de l'ancienne église Notre-Dame. En 2001, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, ainsi que la Ville de Montréal, confie à des archéologues le soin d'examiner puis de déplacer ces sépultures. Ils découvrent plus de 100 squelettes dans l'ancienne crypte et dans ses environs. Après avoir répertorié et analysé chaque os, des restes ont été réenterrés dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Un 5e cimetière est ouvert sur la place d'Armes en 1685, mais il n'est utilisé que pendant quelques années. Il se trouvait sur un terrain situé à l'angle nord-ouest des rues Saint-Jacques et François-Xavier. Le cimetière est utilisé jusqu'à ce que les corps soient apparemment déplacés vers un autre site situé un peu plus à l'ouest. À l'endroit où se trouve aujourd'hui la Banque de Montréal, une chapelle a été construite dans le cimetière pour y déposer les corps en attente de sépulture. Le cimetière de la place d'Armes continuera à s'étendre vers l'ouest, les corps étant généralement enterrés à côté des nouvelles fortifications en pierre de la ville. En 1718, un nouveau cimetière est aménagé à l'extérieur de l'enceinte de la vieille ville. Il se trouve à côté d'un nouvel hôpital général des frères Charon et est inauguré pendant l'achèvement des palissades. Situé à l'extérieur des murs de la ville, l'hôpital général avait été inauguré en 1694.
En tant que fondation caritative, son objectif principal était de soigner les pauvres, les orphelins, les personnes âgées, les personnes vulnérables et les femmes seules. En 1747, la gestion de l'hôpital est transmise aux Sœurs Grises. En plus de son cimetière principal, l'hôpital comptait également un cimetière pour les pauvres. Lors des travaux de réfection de la rue Saint-Pierre en 1991, des archéologues ont découvert un charnier sous la chaussée. Ils en retirèrent les squelettes de plusieurs enfants. Des bornes en granit ont été alors placées sur la route pour marquer l'empreinte du cimetière, et une plaque d'interprétation a été placée à côté de l'ancien hôpital général. En 1749, un nouveau cimetière est établi près de la Poudrière, prétendument pour les pauvres. Il se trouvait légèrement à l'ouest du cimetière de la Place d'Armes. En effet, il semblerait que les cimetières aient continué à étendre leur territoire vers l'ouest, le long de l'enceinte nord de la ville, et puis au-delà. C'est là qu'il devient difficile de déterminer comment séparer tous ces lieux de sépulture, aujourd'hui à la fois oubliés et profanés. Compte tenu de tous les bâtiments luxueux construits au-dessus des cimetières le long de la rue Saint-Jacques, nombreux sont ceux qui se demandent s'ils ne sont pas hantés parce qu'ils ont été construits au-dessus de trépassés. En outre, les catholiques français ont créé des cimetières distincts pour les pauvres, les Noirs et les Autochtones. Dans l'édition de février 1885 de La Patrie, on peut lire dans une chronique intitulée « Le bon vieux temps ». En parlant d'esclaves, je dois dire que le cimetière nègre de Montréal en 1800 était un terrain situé à l'angle des rues Saint-Pierre et Saint-Jacques, précisément à l'endroit où a été construit l'Institut des artisans. En effet, en 1855, l'Institut des artisans a été construit sur l'ancien cimetière des Noirs. Le mandat de cette organisation était de former des travailleurs pour les industries émergentes de la ville en pleine croissance. Apparemment, cette éducation n'incluait pas l'histoire des Noirs, ni le fait qu'un cimetière avait été profané pour permettre la construction de l'Institut. Aujourd'hui, l'ancienne Banque royale du Canada occupe le site et accueille le populaire Crew Collective and Café. Ce café, doublé d'un espace de travail haut de gamme, est réputé pour ses activités paranormales. Machines à café défaillantes, lumière vacillante, portes qui s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes. Un autre exemple se trouve sur une carte coloniale où le cartographe a noté un cimetière des Sauvages, juste à l'extérieur des murs de la ville, au nord du séminaire des Sulpiciens. Il existe très peu d'informations sur les personnes qui y ont été enterrées et sur les raisons de ces enterrements. S'agit-il d'Autochtones tués ou exécutés par les autorités françaises? De ceux qui se sont convertis au catholicisme avant de mourir? Ou bien le cimetière existait-il déjà lorsque les Français ont commencé à coloniser l'île? Aujourd'hui, le site abrite un condominium de luxe appelé Les Étoiles et il n'y a aucune plaque historique pour signaler le cimetière autochtone, aujourd'hui abandonné. Des rumeurs circulent selon lesquelles le stationnement souterrain de cet immeuble serait hanté. Un autre exemple est le Théâtre Saint-James, qui se trouve dans l'ancienne Banque canadienne impériale de commerce. Ce magnifique bâtiment a été construit en 1907 sur le site d'une ancienne église méthodiste. La grande église de la rue Saint-Jacques, construite en 1845, était considérée comme le lieu de culte le plus agréable et le plus accueillant de Montréal. À cause de son intérieur magnifique et de ses beaux vitraux, les paroissiens aimaient beaucoup assister aux offices dans cette église. D'ailleurs, l'Église méthodiste a réalisé de nombreuses conversions grâce à la bonne réputation de leur église sur la rue Saint-Jacques. Certains appelaient l'église le paradis sur terre.
On disait que lorsque les paroissiens décédaient, leurs âmes montaient dans les combles de l'Église parce qu'ils voulaient y passer l'éternité. Lorsque l'Église a été démolie pour faire place à la Banque canadienne impériale de commerce, il a été décidé d'incorporer les vitraux dans les murs derrière le comptoir bancaire. Pendant la construction, les ouvriers ont découvert 2 squelettes en creusant les fondations. Étant donné qu'il existe des cimetières oubliés dans tout le Vieux-Montréal, la découverte avait de quoi donner la chair de poule, mais elle n'était pas surprenante. À mesure que la construction de la banque s'achevait, des rumeurs circulaient selon lesquelles elle pouvait être maudite ou hantée. Après tout, remplacer un lieu de culte par un bastion capitaliste risquait de déplaire à Dieu. C'est ainsi que d'étranges activités paranormales surgirent dès que la banque a ouvert ses portes. Dès le premier jour d'activité, les personnes travaillant aux caisses ont été confrontées à des malaises inquiétants. La description la plus courante est l'impression que quelqu'un ou quelque chose, situé derrière eux, les regarde fixement. Au fil des jours et des semaines, le malaise s'est intensifié. La banque a commencé à prendre l'allure d'une entreprise de pompes funèbres. Il y avait un haut taux de rotation des employés et des absences fréquentes. C'est alors que quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Les magnifiques vitraux situés derrière les caisses se sont lentement transformés. Certaines parties du verre rouge, vert, jaune et bleu éclatant s'estompèrent pour adopter la couleur d'ossements humains. En l'espace d'un mois, l'image de 2 grands crânes humains est apparue dans les vitraux, fixant les clients et le dos des employés de banque. Le bâtiment abritait également les bureaux montréalais de la White Star Line, propriétaire du Titanic. Le 15 avril 1912, lorsque celui-ci heurta un iceberg et coula, la banque devint encore plus effrayante et ostracisée. Au fil des ans, les problèmes persistèrent. Les employés détestaient y travailler et les clients se plaignaient que les crânes qui les dévisageaient depuis les vitraux gâchaient leur expérience bancaire. Ils affirmaient que ces crânes les intimidaient et leur portaient malheur. Certains clients ont même transféré leurs investissements et leurs comptes dans d'autres banques en raison de la morosité des employés et des crânes terrifiants qui ornaient les vitraux. Parce que la situation devenait insupportable, les autorités décidèrent de construire une nouvelle tour moderne de 45 étages pour la CIBC au début des années 60. En 62, le siège social quitta les locaux de la rue Saint-Jacques pour s'installer dans les bureaux du centre-ville. En 2012, l'ancienne banque a été achetée par les propriétaires du théâtre Rialto et rebaptisée Théâtre Saint-James. Après une restauration complète, le théâtre est aujourd'hui un lieu haut de gamme qui accueille des mariages, des fêtes et des événements d'entreprise. On ignore si les esprits qui hantaient la banque perturbent toujours le théâtre. Du haut des vitraux, les crânes insolites continuent à scruter les lieux et sont témoins des événements chics qui se déroulent dans la salle. Il existe d'autres cryptes regorgeant de corps dans le Vieux-Montréal, comme celle de la basilique Notre-Dame et de l'église Notre-Dame de Bon-Secours. D'autres églises, chapelles et même la maison mère des Sœurs de Notre-Dame, aujourd'hui démolie, peuvent également contenir des vestiges oubliés sous la terre. L'une des conséquences de la prise de contrôle britannique a été l'afflux de colons protestants, ce qui a accru la pression sur les petits cimetières situés à l'intérieur des murs. La population avait quadruplé en l'espace de 40 ans. L'espace pour enterrer les morts à l'intérieur des murs de la ville commençait à manquer. On craignait qu'avec autant de cadavres dans les environs, des maladies contagieuses comme le choléra et la variole ne se répandent au-delà des tombes des victimes de ces maladies. Ainsi, les marguilliers de la paroisse Notre-Dame ont déposé une pétition pour la fermeture définitive des cimetières. Le procureur général du Canada approuva la pétition exigeant la fermeture de tous les cimetières à l'intérieur des murs. En réponse, les autorités ouvrèrent 2 grands cimetières en 1799.
Bien à l'écart de la ville proprement dite, les autorités établirent le cimetière protestant et le cimetière catholique de Saint-Antoine, dont nous avons déjà parlé, pour accueillir l'afflux des morts. Une fois ces cimetières remplis au milieu du 19e siècle, de nouveaux cimetières ont été aménagés au sommet du Mont-Royal. Aujourd'hui donc, lorsque vous parcourez les rues du Mont-Royal, vous marchez littéralement sur les morts. Est-ce que vous avez fait des rencontres étranges lors d'une promenade dans ce vieux quartier? Si c'est le cas, faites-nous en part. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner, activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.